Et bienvenue dans le vestiaire. Le concept unique signé RMC Sport est de retour. L'émission sans journaliste qui donne la parole aux acteurs du sport. Et comme l'année dernière, le vestiaire ouvre aujourd'hui ses portes aux combattants de MMA, alors que l'UFC est de retour à Paris pour la 3e fois le 28 septembre. Vous ne manquerez rien de la fameuse Fight Week sur nos antennes et notamment sur la chaîne Twitch d'RMC Sport. Ils seront 9 Français sur cette carte qui va faire vibrer tout l'Accor Arena. Et aujourd'hui, 4 d'entre eux sont avec nous dans la cage. Honneur aux dames parce qu'elle sera la seule Française sur cette carte parisienne. Son chaos spectaculaire lors de son dernier combat à l'UFC en avril est encore dans toutes les têtes. Aussi combattante dans la vie que dans la cage, ne vous fiez pas à son sourire permanent, elle est déterminée. La merveilleuse Nora Wonder Cornol est avec nous. Salut Nora. Bonjour, bonjour. Merci Flora. Lui aussi a souvent le sourire accroché aux lèvres, mais ce n'est pas pour rien si on le surnomme le Smile Killer. 8 combats à l'UFC en perspective et la volonté de faire parler de lui dans la catégorie la plus dense du monde, celle de Benoît Saint-Denis. Objectif KO pour marquer enfin les esprits. Mesdames et messieurs, le plus combattant des apiculteurs français, Fares Ziam. Salut Fares. Salut, j'espère que vous allez bien. Il est le Français le mieux classé de cette carte parisienne et si c'était lui, le premier tricolore champion à l'UFC, aux portes d'une demi-finale, il prend un gros risque pour combattre à Bercy et briller devant son public. Mais il n'en oublie pas pour autant son objectif principal, le sniper a réglé la mire, la ceinture est à portée de main. Nassourdine Imavov est dans le vestiaire. Salut Nassourdine. Salut, j'espère que vous allez bien. Et enfin, il sera l'une des attractions de cette carte parisienne, inconnue pour beaucoup, mais déjà star de l'autre côté de la planète. Sa rencontre avec le public français s'annonce explosive. Un ovni du MMA propulsé à l'UFC grâce à Israël Adesanya. Rien que ça. Sa spécialité, faire voler ses adversaires. Merci à tous d'accueillir Kevin R. Jousset. Salut. Bienvenue à tous les 4 dans ce vestiaire délocalisé pour l'occasion dans une cage, un environnement que vous connaissez tous parfaitement. Pas de quoi vous impressionner et pourtant c'est vous qui allez faire cette émission. Vous les stars de cette UFC Paris numéro 3 que vous suivrez entièrement sur les antennes d'RMC Sport avec pas moins de 8 heures de direct. Événement. Le retour de la plus grande ligue du MMA. L'UFC à Paris. Sur leur terre. Ici c'est Paris, c'est historique. Devant leur public. Une ambiance de dingue. J'ai jamais été aussi hypé par un événement. Pour entrer dans la légende. Une édition 2024 encore plus dingue. It was emotional, it was amazing. I'll remember this experience the rest of my life. Avec 9 Français qui rêvent de ceinture. 9 histoires, 9 destins qui se joueront à l'Accor Arena. Il l'a fait, il gagne. Une soirée historique avec en apothéose 2 combats de folie. Après sa défaite contre la légende Poirier, Benoît Saint-Denis doit battre Moïcano pour rêver d'une chance mondiale. Encore plus proche du titre, Imavov accepte un détour ultra dangereux contre le redoutable Allen. Je voulais absolument y être, combattre devant sa famille, les gens qui te supportent. Il a la puissance dans les poings et là il nous le prouve. Il met Bercy en feu. UFC Paris, UFC de folie, samedi en direct dès 18h sur Twitch, puis en exclusivité dès 20h30 sur RMC Sport 1. Rien que ça, voilà ce qui vous attend à l'Accor Arena de Bercy le 28 septembre. Je sens dans vos yeux que vous avez déjà hâte d'être dans la cage. Sachez juste que 16 000 billets ont été vendus en 4 minutes seulement pour vous voir à Bercy ce samedi. Le public est très impatient. Vous êtes déjà 3 d'ailleurs à avoir connu cette ambiance incroyable. Fares et Nassourdine lors du tout premier UFC Paris en 2022. Nora l'année suivante. Et puis il y a Kevin qui va découvrir tout ça dans quelques jours maintenant. Racontez-lui surtout un peu ce moment spécial dans votre carrière. On veut vos anecdotes sur votre expérience de l'UFC Paris. Allez, honneur à Fares. J'étais le 2e à combattre à l'UFC Paris. Le tout premier, c'était un événement de fou. Et ce qui m'a marqué le plus, je ne sais pas si toi Nassourdine t'as eu ça, c'est dans les vestiaires, j'ai entendu le public. Ah ouais, à ce point-là. Et je pense que les vestiaires, ils sont en dessous des tribunes et ça tremblait de ouf. Ouais. Donc, ça va te mettre la chauffe, mec. C'est le genre de truc que tu peux pas te préparer. Non. Ouais, c'est ça. Vous allez vraiment entendre quand ils sautent là, ils sautaient ça se tremblait. Franchement, incroyable. Ouais. Voilà.
Mais c'est vrai que c'est fou parce que du coup, moi, j'ai pas fait le premier, j'ai fait le 2, mais c'est la même sensation en fait. Tu les entends taper des vitres, tu te sens le vestiaire qui vibre en fait, et c'est incroyable. Tu te sens attendu, quoi. Tu sais, Ouais, j'imagine. Moi, en l'occurrence, je n'étais pas plus attendu que ça. C'était mon premier combat, on savait pas trop qui j'étais, et mine de rien, les Français sont chauds, quoi. Les Parisiens et les Français qui se sont déplacés à Paris et tu sens qu'ils sont là. L'effervescence, elle est incroyable en fait. Ouais, c'est ça. En regardant la télé, j'ai vu que le public, au final, ils ont supporté tout le monde. Qui connaissent, ils connaissent pas. Dès que tu avais un drapeau français, ils étaient à fond derrière. Et je pense, c'est ça, c'était la folie dès le premier combat. Je pense que là, ça va être la même. Ouais, je pense aussi. Et quand tu marches, il faut bien rester concentré. Hein. Quand tu vas dans la cage, il y a des gars, ils font des trucs. Ah ouais, du genre, il est quoi? Bah moi déjà, je marche, la première chose que je vois, on a à Bercy un gros drapeau algérien. Ok. Je regarde, je dis est-ce que je fonce Voilà, dedans? t'es concentré normalement avec le drapeau algérien. Je dis non, reste concentré, allez, vas-y, t'inquiète, je vais marcher. Donc voilà. Ouais, non, moi c'était... Bah, tu sais, j'ai signé au mois de juin, j'avais pas encore de date, et on me dit, bah, je signe à l'UFC, et ta première date, c'est Paris. Quand tu habites en région parisienne, c'est juste incroyable, enfin, quand tu es française tout court d'ailleurs. Ouais. Et oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup mon émotion qui a été pointée, parce que pour moi, c'était vraiment un accomplissement. C'est la première fois en fait que je faisais une entrée en présence, c'est-à-dire que en pleine conscience, comme je dis, je regardais chacun des visages, et comme il dit Fares, c'est vrai que les gens, ils sont là pour toi. Et même s'ils ne te connaissent pas, c'est pas grave. C'est une Française qu'ils encouragent. C'est une Française qui va taper quelqu'un d'autre à l'UFC. Et tu croises des regards et tu as ce retour d'énergie. Et c'est plein d'émotions. C'est incroyable. Et moi, ça m'a mis dedans petit à petit. Et je pensais, tu vois, que j'allais me laisser impressionner. C'était la première fois, personnellement, que je faisais une si grande salle. Et en fait, après, moi, comme je dis, c'est comme au théâtre, parce que j'aime bien ça. T'arrives dans la cage, la lumière se baisse. Et en fait, je me suis dit, pas de stress, c'est une bagarre comme une autre, c'est elle et moi, en fait. Les gens, ils sont là derrière moi, mais c'est elle et moi. Ouais. C'est ça, j'ai l'impression que le stress, il est plus avant le combat. Une fois que tu es dans le combat, tu n'y penses même plus. Tu vois, une fois qu'il y a eu le premier coup d'échanger, là, tu ne penses plus, tu es focus sur ton truc. De fou. C'est toujours le premier échange qui est toujours un petit peu... C'est ça. Quand tu es derrière les rideaux, tu es là, tu as un petit coup de mou, tu n'es pas encore vraiment focus, tu vois. Mais une fois que ça s'ouvre, tu vois le public, directement, tu te mets dedans, franchement. Toi, t'as pris toute l'énergie comme ça, là, avant de rentrer. Ah ouais. Une belle image, hein, c'est franchement. C'était contre qui déjà ton dernier combat? C'était Beuclair. Ok, ah putain, en plus, c'est une grande gueule en face de toi, parfait. Il parlait beaucoup. Autant dire que le public français, il l'aimait pas en plus. C'est clair. Donc ça a dû faciliter les choses. Ouais. Kevin, on sent que vous l'avez regardé à la télévision, cette UFC Paris 2. Vous auriez aimé y être. D'ailleurs, finalement, vous avez combattu quelques jours, semaines après en Australie, presque chez vous, finalement. Comment vous l'aviez vécu à distance, cette UFC Paris? On rappelle, la plus grande ligue de MMA au monde. C'est un petit peu la ligue des champions, finalement, du MMA. Est-ce qu'il y avait quoi? Il y avait un petit peu de jalousie en les voyant dans la cage, à vous dire « j'aurais bien aimé y être » ? Non, pas de la jalousie, mais moi, au final, on m'a appelé en me disant que j'étais pris pour l'UFC, que j'avais eu mon contrat 4-5 jours avant l'UFC Paris. C'était vraiment une période, je me suis dit, putain, si je ne suis pas pris pour l'UFC Paris, ils vont sûrement jamais me prendre, là, vu au niveau où j'en suis dans ma carrière. Du coup, c'était un petit peu stressant. Et au final, ils m'ont appelé, ils m'ont dit que j'étais sur l'UFC 293, qui était à Sydney, et c'était qu'à 3 heures de vol pour moi. Donc, en venant de Nouvelle-Zélande, c'était quand même beaucoup plus facile. Du coup, j'étais déçu de louper l'UFC Paris, mais par contre, j'étais content de ne pas avoir à faire un trop gros voyage pour mon premier combat. En Australie, j'ai combattu 15 fois, donc c'est facile, c'est un petit vol, c'est tranquille. Et du coup, c'est pas grave. Par contre, je l'ai clairement regardé à la télé, j'ai vu l'ambiance de fou qu'il y avait, je me suis dit, l'année prochaine, il n'y a pas le choix, c'est pas négociable. Il faut que je sois sur cette carte avec tous les autres Français, il faut que je goûte au public français. Et ouais, là, maintenant... Déjà 2 combats en UFC, donc c'est cool. Au moins, le public, il me connaît un petit peu plus. Et au moins, quand je vais combattre sur la carte, au moins, il savent un petit peu plus à quoi s'attendre. Donc, c'est mieux comme ça que plutôt que si j'avais combattu l'année dernière. On va apprendre justement à vous connaître parce que vous êtes un petit peu l'ovni du MMA français. On a l'impression qu'on vous découvre aujourd'hui, mais ça fait très longtemps que vous combattez donc en Australie d'abord où vous êtes parti vous expatrier, puis ensuite en Nouvelle-Zélande où vous entraînez à Auckland quotidiennement. Déjà très honnêtement, parce que vous l'avez dit, vous avez découvert le MMA sur le tard. Est-ce que vous connaissiez les combattants qui sont autour de vous aujourd'hui dans la cage? Soyez honnête, Kevin. De nom, oui, bien sûr. Je connais tous les combattants français de nom. Par contre, je ne les avais jamais rencontrés jusqu'à il y a quelques heures. Il y a toujours des combattants français que je n'ai pas encore rencontrés. Mais par contre, c'est cool. Cette semaine, je vais pouvoir rencontrer tout le monde, pouvoir leur parler et apprendre un peu à les connaître. Donc, c'est une bonne chose. Je vis loin, mais bon, à chaque fois qu'il y a des Français qui combattent en UFC, je suis le premier à regarder les combats.
et aller supporter. J'ai de la chance en vivant en Nouvelle-Zélande parce que moi, vos combats, quand on combattait aux US, c'est le dimanche matin pour moi. J'allais te demander. Pour moi, c'est tranquille, je peux dormir, prendre mon petit déj, et ensuite je vous regarde, alors que vous, les gars, vous devez vous lever au milieu de la nuit pour regarder les combats. Donc, si, je connaissais de nom, j'ai vu tous les combats UFC de tous les combattants français, mais jamais rencontré en vrai jusqu'à il y a quelques heures. Et pourquoi t'es parti comme ça en Australie c'est plusieurs choses. C'est vraiment de base, j'avais envie de voyager. Depuis toujours, j'avais vraiment envie de voyager, de découvrir le monde, de m'ouvrir l'esprit, d'apprendre une nouvelle langue. Et quand j'ai arrêté le judo, de base j'ai fait du judo pendant de nombreuses années. Et quand j'ai arrêté le judo, j'ai décidé de partir en Grande-Bretagne de base pendant 1 an et demi pour apprendre l'anglais. Ok. Autant dire qu'en Écosse, vu l'accent qu'ils avaient, j'ai pas beaucoup appris. J'ai un petit peu appris, mais bon. L'accent à la Pimblette ou rien à voir? C'est encore pire. Les Écossais, quand tu essaies d'écouter, laisse tomber, c'est même quand tu comprends l'anglais, il y a des accents qui sont durs comme ça. Autant dire que quand tu comprends pas, c'est encore pire. Moi, c'était les États-Unis que je comprenais rien. Ouais, selon les régions, c'est une galère. Mais du coup, j'ai fait ça. Ensuite, un collègue à moi qui m'a parlé du MMA, et c'est au moment où j'ai prévu d'aller voyager en Australie. Du coup, j'ai dit à mon collègue, vas-y, dis-moi une salle où je peux aller. Il m'a donné une salle à Melbourne. J'avais pris mon billet, j'y suis allé. Je me suis présenté au jiu-jitsu avec ma ceinture blanche. J'ai étranglé 2-3 ceintures noires. Je me suis dit, allez, c'est bon, ce sport, il est pour moi. J'ai essayé les pieds-points. Bon, je me suis fait casser en deux au début, vu que j'en avais jamais fait. Ouais. Et après, je me suis dit, c'est pas grave, je vais me mettre à fond dedans. Je me suis entraîné directement 2 fois par jour en pieds-points pour vraiment essayer de progresser et rattraper le retard. Parce qu'au final, j'avais déjà 24 ans à peu près. Donc c'est tard quand tu commences un sport, surtout si tu veux en faire à haut niveau. Après, j'avais l'expérience du judo déjà, donc j'avais l'expérience du haut niveau entre guillemets, j'avais les bases physiques. Donc je me suis vraiment investi à 200% dans le sport et ouais, ça a payé. Mais du coup, tu es parti à quel âge là-bas exactement? Parce que j'ai du mal à faire la je suis timeline. parti 2016, 23 ans. 2016, 23 ans. 23 et en fait, ans. De là, tu avais du judo dans les pattes, c'est ça? J'avais du judo, ouais. Je m'entraînais, j'avais fait tout le cursus de judo en France pour l'Espoir, Pôle France. D'accord, ensuite, ok, à Paris, à l'INF, au niveau quoi, quand même. Ouais, quand même. Ok. Et ensuite, je me suis... Et tu as ajouté les choses une fois arrivé là-bas, c'est ça? 0 pied-point quand je suis arrivé. Quand je te dis, je me suis fait casser en deux au début, je me suis vraiment fait casser en deux, c'est pas une blague. Ouais, d'accord, ok, je vois. Alors de base, quand j'étais en Australie, c'était une salle plutôt de grappleurs. Ouais. Du coup, ça m'a fait progresser sur toute la partie jiu-jitsu, genre clé de jambe, ce genre de choses où j'avais aucune idée. Par contre, le pied-point, c'était pas leur force du tout. Et c'est là où j'ai entendu parler du City Kickboxing en Nouvelle-Zélande. C'était plus qu'à 4 heures d'avion de plus. Donc je me suis dit, quand on a déjà fait 25, tu peux en faire 29. Exactement. Alors justement, Kevin, on va apprendre à connaître un petit peu plus votre histoire parce que vous le savez, les histoires des 9 Français présents sur cette carte de l'UFC Paris, vos histoires sont à retrouver dans le film RMC Sport Le Flambeau, disponible sur YouTube. On y apprend notamment, Kevin, l'annonce de votre signature à l'UFC après un énorme sparring avec un certain Israël Adesanya. Okay guys, come around. Kevin's been here for a lot of years, and I called Ash on Saturday after those two sparred, and I said, "You've got to get this guy in the UFC." He just sparred the middleweight champion of the world and destroyed him. And I'm not trying to fuck around with you, but it was his day. C'est un post social de la mégastar Adesanya qui alerte des Français sur X. Ils vont tout changer. Before we do that, one quick announcement. Kevin, welcome to the UFC. He'll be Du coup, là, je commençais à être en mode, pas déprime, mais en mode, ça arrive pas maintenant, ça va jamais venir. Alors, Kevin, vous nous aviez caché que vous aviez un agent qui était l'un des plus grands champions du monde de l'UFC, Israël Adesanya, qui vous a presque fait signer à l'UFC. Il faut nous raconter cette histoire. C'est lui qui vous a porté un petit peu dans cette aventure aussi. Ouais, il a clairement aidé. Izzy, c'est l'un des plus gros noms dans le sport, dans la compagnie en UFC, donc ça a clairement aidé. Après... Mon manager, il était sur le coup déjà depuis un bon moment. On savait que j'étais dans les papiers, que ça allait arriver un jour ou l'autre.
mais on n'avait pas la date officielle ou la confirmation. Et quand il a envoyé la vidéo aux matchmakers et à Dana, je pense que c'était le petit boost qui a fait qu'ils ont dit ouais, c'est bon, il y a l'UFC signé dans 10 jours, on le prend. Et au final, ils n'ont pas regretté. J'ai vu Dana White juste après mon combat et il m'a dit l'UFC en France, c'est un truc de fou en ce moment. Pour toi, l'année prochaine, quand tu vas combattre là, tu verras que ta carrière va vraiment commencer. Oh, bien. Et ouais, ça, c'était après mon premier combat à signer, donc il n'avait pas tort. Du coup, tu t'attendais un peu à être signé à l'UFC, c'était... Ouais, là, on a vu les émotions sur les vidéos, mais après, ça se passait comment? Genre, moi, par exemple, quand je l'ai appris, j'ai fait 2 nuits blanches, blanches d'affilée, vraiment, 2 nuits blanches, je rigole même pas. Non, émotion de fou malade. J'étais en train de manger avec des potes, et juste avant que mon plat de pâtes il arrive, j'ai même pas mangé, je suis rentré chez moi pour le dire à mes parents, et vu que je combattais dans 3 semaines, c'était une short notice, tu vois. Arrêter les pâtes. C'était 22h. Déjà, ça c'est obligé. Le plat de pâtes, j'aurais mangé avant de l'annoncer à qui que ce soit. Non. J'ai une boule au ventre, tu vois, j'avais trop envie de le dire. Et 22h, je mets une veste et je vais courir. Ah ouais. J'ai dit, il faut s'entraîner là, ça y est. C'est l'heure. C'est le moment. Ouais. Ah ouais. C'est un move que j'aurais pu avoir, ça. C'est 22h, c'est pas du tout là. J'avais 22 ans à l'époque, tu vois. Ouais. Ah ouais, toi, t'as été signé super jeune aussi. T'étais signé super jeune. T'as quel âge, là, J'ai 27. 27, ok. Ah ouais, ça fait 5 ans T'as vraiment grandi dans l'organisation. Ouais, j'ai grandi avec eux, j'ai mûri, tu vois. Ouais, c'est top. Ouais. Et on a commencé à peu près en même temps avec... Toi, t'as été signé à quel âge? À 24 ans, moi. 24, c'est jeune aussi. Ouais, c'est 24 ans, c'est quand je commençais le sport. Ouais, moi, je m'attendais vraiment pas, tu vois. Ok. Enfin, j'avais espoir, tu vois, mais vraiment, c'est venu pas. Ok. Même moi, hein. Je travaillais en tant qu'animateur, un mois d'août, il m'appelle, ok, bon, bah j'arrête, et je suis parti. C'est fou. Mais du coup, là, respectivement, dans vos carrières, vous en étiez où, pardon? Par exemple, toi, Nassour, du coup, t'étais super actif en MMA, et ils t'ont appelé, et t'étais à quel record? Et même question après pour toi, Fares. Ouais. Ben moi, j'étais assez actif, j'étais sur 5 victoires consécutives, et la plupart, c'était au premier round. Et le dernier, c'était Arès, c'était un vétéran de l'UFC. On m'avait promis, un peu après les promesses, Et voilà, c'était un vétéran de l'UFC, j'ai gagné, et puis j'attendais. Mais c'est venu rapidement après? Non, pas vraiment. Quelques mois après. D'accord. Je me rappelle que tu devais combattre au Dana White Contender, et puis après, tu étais sur la Fight Island. C'est ça. Au début, c'était Dana White Contender. Déjà là, j'étais comme un ouf. Folie, ouais. Et ça s'est pas fait, problème de visa comme d'hab. Ouais. Et après, j'ai été remplacé par le gars qui a gagné. Et ils m'ont mis directement à l'UFC contre lui. Mais ça n'a pas eu, tu vois, c'était très court entre les deux, Dana White et UFC. Donc il n'y a pas eu... pas de perte de temps. C'est ça n'a pas fait... Bien. Et toi, Fares, ça arrivait vite? L'UFC l'annonce, par rapport à où tu en étais dans ta carrière. Et est-ce que la signature, elle est arrivée rapidement? Et puis, est-ce que tu as eu ta première date rapide? En fait, moi, j'étais pareil sur 5 victoires consécutives avec 4 finishes avant l'UFC. Ouais. Et puis, je ne m'attendais pas à combattre à l'UFC. Je devais combattre au mois de septembre, je crois que ça s'appelle le GMC. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est en Allemagne. J'ai entendu, contre un vétéran UFC. Donc, je commençais ma préparation, tout ça. En plus, je travaillais. Et... le gars, il annule, et puis pas de fight. Et 3 semaines avant l'UFC Khabib contre Poirier, il m'appelle pour combattre à l'UFC. Short notice, ça devait être premier fight. Et, en plus, Fight Talent, il n'y avait pas de public ou il n'y avait personne, si? Non, là, c'était avant le Covid, 2019. Ah, ok. En termes d'émotion, ça devait être fou, ça aussi, sur une grosse carte. Quand tu regardes, tu sais, l'UFC, comment ça s'appelle, Countdown, tout ça, tu vois. Et tu sais, je les voyais, tout ça, et je m'imaginais pas être à Abu Dhabi à ce moment-là. Tu m'étonnes. Donc, quand j'y étais, c'était... C'est fou, ouais. C'était fou, c'était la folie. Toi, Nora, ton premier combat, c'était à Paris, ouais? Ouais, du coup, c'était Paris, c'est toutes les émotions que je t'ai décrites, et c'est pour ça que je te dis, j'ai insisté sur ça, le fait de rentrer et de regarder les gens, et c'est surtout, tu sais, c'est un accomplissement de fou, en fait. Je me dis, parce que moi, si je dois revenir sur ma signature... En fait, voilà, je pense que je suis la vieille, là, ici. J'ai 34 ans. Et si tu veux, j'ai sacrifié beaucoup de temps pour ma carrière en Muay Thai.
En cumulé, j'ai dû en faire 8 ans. Et puis, il s'est passé des choses que j'ai beaucoup évoquées. Puis, quand je reprends, 6 mois de MMA, j'enchaîne les combats. Et en fait, je veux vraiment enchaîner les combats parce que je me dis, OK, je commence le MMA, j'ai 31 ans. Je sais que, comme dirait mon coach, c'est un sport à maturité tardive. Donc, en gros, quand t'es vieux, ça va, ça passe. Vieux pour le sport, j'entends. Mais du coup, je veux combattre. Et je veux tellement combattre. Début 2023, je fais 3 combats en 8 semaines, en fait. Okay. Tu vois, c'est des finishes chaque fois, tu vois. Et je me dis, bon, quelques mois passent et je voulais encore réaccepter un combat, mais on m'a dit doucement. Et donc là, je fais donc janvier, février, mes 3 combats. Mars, fin janvier, février, mars. Et du coup, avec JB, mon manager, il me dit « Ouais, je pousse de toute façon ton profil depuis un moment, j'en savais rien. » Et je lui dis « Ok. » Et puis 2 mois plus tard, pareil, tu vois, c'est pour ça que je te demande est-ce que ça arrivait rapidement. Je lui dis « Bon, bah écoute, JB, voilà, c'est cool le MMA, j'adore les sports de combat, c'est toute ma vie, c'est vraiment ma... Voilà, c'est ce qui me fait vivre, tu vois, c'est vraiment... » Je lui dis, mais concrètement, j'ai 31 ans, j'ai aussi ma vie de femme que je veux avoir, je veux être maman. Je lui dis, donc concrètement, là, j'ai un choix à faire, relance-les. Si c'est oui, si c'est non, bah, je continue le MMA, mais je mets ça un petit peu en second plan, quoi. Je suis pas là à carburer tous les matins, parfois 3 fois par jour, t'es là, tu t'entraînes, parce que tu veux aller chercher, pas spécialement l'UFC, mais une grosse organisation qui pouvait me reconnaître à ma juste valeur. En ayant combattu tant d'années en Muay Thai où t'es pas payé à hauteur de ce que tu dois, en fait. C'est que c'est un sport où pour gagner financièrement, de toute façon, il n'y a pas trop le choix. Et j'ai appris la nouvelle, il me rappelle, je sais pas, genre, mais littéralement, il envoie un mail de relance, je crois 24 heures après, et si j'espère pas, mais peut-être 36 heures, tu vois, je suis dans le train en train d'aller à l'entraînement à la salle, il me dit, ouais, t'es bien assise? Je dis, de toute façon, je suis dans le train. Et il me dit, bah, l'UFC m'ont répondu, t'as un contrat, 4 combats, voilà, bon, t'as pas de première date, mais j'étais en mode, ah ok, mais moi, contrairement à vous, tu vois, j'étais en mode, du mal à réaliser, et j'étais en mode, ah, enfin quand même. Ouais, c'est sûr. C'est dur, Dana, c'est comment? Moi, au final, c'est ça, c'est quand il y a eu, là, vous avez vu sur la vidéo, mais quand ils m'ont donné le contrat, je savais que je combattais 10 jours après. Ouais. J'ai pas eu le temps de réfléchir. Okay. J'étais à la Fight Week. 2 jours après, j'étais à la Fight Week. Sur le combat. Et j'ai eu la chance qu'au final, j'ai fait tout le training camp avec tous mes collègues qui combattaient sur l'UFC 293. Et du coup, j'ai fait tout le training camp en pensant, OK, ils vont m'appeler soit pour Paris, soit pour Sydney. Du coup, il faut que je sois prêt. Et je voulais pas être prêt. Je me suis dit, je vais me préparer. Et dans la vie, des fois, il faut savoir forcer les choses. Tu vois. Je me suis dit, je vais m'entraîner, je vais me préparer et je pense que ça va arriver. Et c'est vrai. D'ailleurs, on voit. Tu ne savais pas qui c'était, Adesanya, quand tu arrives dans la salle? Quand je suis arrivé à la salle, je savais de nom, mais moi, je suis arrivé en Australie, je ne connaissais pas le sport. J'étais vraiment en mode touriste. Tu me disais, on rappelle champion UFC, un des moins de 84, la catégorie de Nassourdine. Le sport, je ne connais pas vraiment. Tu vois, surtout à l'époque, quand j'ai commencé, c'est à l'époque où le sport, il y avait quand même une mauvaise image en France. Tu vois. Et du coup, moi, venant du judo, qui est un autre sport de combat, les esprits sont un petit peu plus fermés et tout ça. Et on nous disait pas de faire de sport de combat, tu vois, c'était pas conseillé de faire du MMA. Du coup, un petit peu de mauvaise image du sport. Et je suis arrivé là-bas en mode touriste. les gants que t'as achetés à 10 balles, premier magasin. Tu vois, vraiment en mode touriste. Ouais, mais quand même, Adesanya, champion. Et à ce moment-là, il était pas champion. Quand je suis arrivé en Australie, il n'était pas. Quand je suis arrivé en Nouvelle-Zélande, il l'était. Du coup, j'y suis arrivé première fois en 2019. Pour le premier camp d'entraînement, du coup, il venait, je ne sais plus s'il était champion ou s'il venait de battre Anderson Silva. Je crois que c'était peut-être ça. Non, t'as raison, je crois que il n'était pas encore champion. Mais il avait déjà, peut-être futur adversaire. Ça, c'est dans le futur. Alors, tu rates quel côté? C'est la famille, je pense, maintenant. J'ai rencontré Nassour il y a 1 heure et ici, je le connais depuis 6 ans. C'est votre objectif, Nassourdine? Aller chercher Israël Adesanya? Objectif, non. Maintenant, il est dans le top 5 et je vois que les médias, ils en parlent de plus en plus. Donc, si ça se présente, pourquoi pas, let's go, on le fait. Après, l'objectif, c'est la ceinture de l'UFC. Kevin, vous qui côtoyez Israël Adesanya tous les jours, comment vous verrez ce combat entre Nassourdine et Israël Adesanya? Objectivement, donnez-lui des petits tips pour ce combat. Vous le côtoyez au quotidien. Très objectivement, en tant que fan du sport, je pense que c'est un match-up que tous les fans aimeraient regarder. Tu es un master du pied-point, c'est un master du pied-point. Vous avez tous les deux des styles différents au pied-point.
Toi, tu as la vitesse qui est très explosif et le style est un petit peu différent. Il a plus d'allonge sur toi, il fait plus de kicks et ce genre de choses. C'est un combat que je regarderai clairement et que je pense qu'il y aurait énormément de choses à apprendre pour tous les combattants. C'est un combat que je veux voir. Après, il faut voir ce qui se passe. Je sais que tu es au début du top 5. Une fois que tu auras battu ce mec-là ce week-end, ça, j'ai aucun doute que tu vas le faire. Je pense qu'ils vont te donner un gros nom et que tu ne seras plus qu'à un combat et une victoire de la ceinture. Donc, ce sera peut-être Izzy, qui sait. J'espère. Je te le souhaite. Et du coup, Adesanya, t'as déjà parlé de Nassourdine? Non, dans le sens où pas Nassourdine ou les autres combattants de sa catégorie. Avec Izzy, si on parle de combat, on va parler du mec qui va combattre. Mais on va pas parler des... Surtout qu'il était numéro 1 pendant tant d'années. Ouais. Il va pas parler des 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu vois, c'est pas qu'il s'en fiche, c'est juste qu'il est focus sur un mec. Bien sûr. Et au final, c'est ça, c'est quand tu montes, c'est eux qui veulent prendre le numéro 1 comme nous 4, on veut faire. On veut tous atteindre le top, tu vois. Après, moi, je suis complètement d'accord avec toi, mais j'ose espérer que... Parce que moi, je pense que c'est quelque chose que je ferais quand même. Bien sûr, je serais focus sur le fight, une fois en haut, sur la personne que j'aime, mais je me dis, dans une caté comme la mienne, elle devient poussiéreuse, tu vois. Il y a des filles qui n'ont pas été inactives depuis un moment, il y a des filles qui commencent à avoir un certain âge. Elles voient des plus jeunes, même si je ne suis pas la plus jeune encore une fois, venir fort, mettre des KO, des TKO, avoir des victoires remontées. Tu te dis... ah ouais, peut-être que ma place, ça tremble un peu, quoi, tu vois. Non, c'est clair. Je suis sûr que Izzy sait qui c'est Nassour. Ça, je sais qui c'est. Après, c'est pas, surtout en étant français, c'est pas moi qui va me dire ça. C'est sûr. Je veux dire, parce que moi, le premier, c'est mon collègue. Et comme on est là-bas, on se chambre. Donc, s'il va combattre un Français devant lui, je vais dire, mais frérot, combat pas un Français, tu vas te faire éclater. C'est normal, c'est mon pote, donc je vais devoir le chambrer. Mais il m'en a pas parlé, mais qui sait, dans le futur, il m'en parlera sûrement. Vous avez déjà fait d'ailleurs, Kevin, un sparring avec Israël Adesanya? Oui, ça, beaucoup de fois, beaucoup de fois. Je sens pas que des bons souvenirs, si? Si, c'est un très bon training partner. Lui et tous les autres gros noms qu'on a à la salle, l'entraînement reste l'entraînement. Je pense que toutes les salles sont différentes. Il y en a, ils vont plus fort, il y en a, ils vont plus doucement. Nous, je pense qu'on a l'intelligence, entre guillemets, d'essayer de s'entraider pour gagner nos combats plutôt que se tuer pour ensuite arriver au combat blessé. Après, attention, je dis ça, mais on va quand même assez fort, mais on reste intelligent. Mais ouais, on a des très bons sparring, je me sens très bien contre lui. Bon, par contre, quand je suis arrivé à la salle il y a quelques années, autant dire que je me faisais casser en deux. mais ça a changé. Maintenant, je me sens très bien quand je fais sparring contre lui. Il l'a dit, là, le coach, comment il s'appelle déjà? Eugene Bowman. Ouais. Il a dit que tu l'avais dérouillé avant ta signé. Ouais, après, tu sais ce que c'est. Hein. Il y a des jours tu gagnes, des jours tu perds à l'entraînement. Bien sûr. Et voilà, c'est comme ça. Ouais, il y a des fois je bats, des fois il me bat, et c'est comme ça. Et je sais que je ne combattrai jamais, c'est mon pote, et pour moi, c'est même pas... Mais toi, aujourd'hui, j'imagine que son parcours, tout ça, ça t'inspire. Là où t'en es, du coup, c'est quoi ton objectif? Vraiment, qu'est-ce que tu veux? Mon objectif, c'est d'aller le plus loin possible. Mon objectif, c'est de ne pas me fixer de limites et de me dire à la fin de ma carrière, j'ai tout donné, et je suis allé jusque là où je pouvais aller, et j'ai rien à regretter. Et bien sûr, l'objectif, c'est d'être champion un jour. Après, est-ce que j'y arriverai? Je ne sais pas. En tout cas, je me donne tous les moyens pour réussir. Et voilà, pas avoir de regrets. Je pense que dans la vie, que ce soit dans le sport ou dans autre chose, c'est le plus important. Et voilà, c'est une carrière, ça va vite. On ne sait pas ce qui peut se passer. Donc voilà, juste donner les moyens de réussir le plus tôt possible. Et voilà, tout simplement. Mais d'ailleurs, juste une dernière chose pour revenir sur ta première. T'étais pas à Paris, mais ça devait être fou quand même d'être sur un UFC numéroté. C'est pas rien. Ouais. Après, moi, la chance que j'ai eue au final, surtout parce que là, quand je vous entends, quand vous parlez à l'UFC, au final, vous êtes arrivé, c'était la folie. T'arrives à Abu Dhabi ou à Paris, il y a plein de bruit. Moi, j'ai eu la chance de faire toutes les Fight Week avec Izzy, avec Volk, avec Dan Hooker, avec tous ces mecs où j'étais déjà... toute la Fight Week avec. Ouais, exactement. Du coup, j'ai vu tous les médias. Impressionné, tu savais j'avais déjà fait 5-6 fois. Tous les médias, j'avais tout fait avec eux. J'étais impressionné la première fois. Même dans les vestiaires, tu vois, j'avais tout vu. Tous les médias. Tu connaissais le process, tu avais des repères finalement. Du coup, quand je suis arrivé, au final, c'était pas normal, mais je savais à quoi m'attendre. Je savais exactement à quoi m'attendre. Du coup, ça m'a énormément aidé. Mon premier combat UFC, comme j'ai dit à d'autres personnes, j'ai moins stressé que mon dernier combat avant l'UFC, où je savais que si je perdais mon combat avant l'UFC, derrière, il fallait que je regagne encore plusieurs combats. Les enjeux n'étaient pas les mêmes, il fallait recommencer, bien sûr. Exactement. Premier combat, c'est bon, maintenant, sois toi. C'est la question que je voulais poser. Moi, j'ai la chance, je ne sais pas si c'est la chance, mais c'était pendant la période de Covid, je suis rentré à l'UFC.
Donc, tu sais qu'il n'y avait pas de public, tout ça, donc pas trop de stress. Et vous, surtout, Fares, vous avez combattu avec d'un coup comme ça, là, avec le public acharné, là, tout excité. Ça vous a fait quoi? C'était pas un petit choc, on va dire? Après, moi, j'étais le premier combat de la carte, mais la salle, elle était immense. Et en fait, j'ai plutôt été impressionné par l'organisation en elle-même. C'est toute la Fight Week, les photos, les machins. Après, t'as vu, j'avais 22 ans, j'étais pas encore forcément bien mature. Mais pour moi, j'étais impressionné par l'organisation avant l'event. Tu sais, quand j'ai vu Barboza, tout ça, moi, c'était un rêve de gosse d'être à l'UFC, tu vois. C'était carrément mon objectif et mon rêve. Bon, je regardais l'UFC dans une... Tu sais, quand j'étais gamin, je regardais l'UFC et tout. Et je voulais être à leur place. Et de voir Barboza, Khabib, c'était un truc de fou pour moi. Ouais, putain, ça devait être fou. Toi, tu avais déjà eu l'occasion de faire des Fight Week et tout ça avec d'autres mecs avant pour voir un peu les médias et tout ça, comment ça se passait? Ou la première fois, c'était vraiment... Non, c'était la première fois direct. Bon, donc là, t'as le stress qui monte direct. Franchement, ça va. Ça allait? Après, la Fight Island, c'était tranquille, ouais. Ouais, après, comme j'avais combattu juste avant, j'avais fait Ares. Ok. Et il y avait ce petit, tu vois, déjà pas mal de médias, tout ça. Pas mal de médias. Okay. Je me suis un peu habitué, j'ai commencé à m'habituer, tu vois. Donc une fois que je suis rentré, ça va, ça a été. C'était pas comme vous, mais quand même, ça va. C'était moyen. Okay. Pas très, très stressant, mais pas non plus, tu vois. On a vu, Kevin s'entraîne donc en Nouvelle-Zélande, à Auckland, quotidiennement. Vous autres, vous entraînez en France, notamment Fares qui s'entraîne à Lyon, même si il profite aussi de certains camps aux États-Unis. Et votre quotidien de combattant, vous le racontez d'ailleurs, Fares, sur votre chaîne YouTube. Pourtant, vous êtes quelqu'un de plutôt discret. Vous le dites vous-même, la hype, ça ne vous intéresse pas. Nouvel extrait du film RMC Sport, Le Flambeau. Fares, peut-être qu'il partage que sa passion et ses résultats sportifs. Il met pas assez peut-être en avant sa vie privée, contrairement à certains combattants, et c'est peut-être ça qui manque. C'est vrai que j'étais un peu dans l'ombre, mais c'était voulu parce que je voulais d'abord progresser sportivement dans ma carrière, dans mon sport, avant de me mettre sur Instagram ou sur les réseaux, parce que ça demande quand même pas mal de temps. Je pense que je ne changerai pas d'avis, même je pense qu'à la fin de ma carrière, si je peux supprimer tous mes réseaux, je le ferai. Ouais, moi, c'est une phrase que j'ai dit, ça. J'ai envie de pleurer. J'aime beaucoup parce que comment tu restes toi-même, tu vois, je veux dire. Il y a beaucoup de mecs dans ou filles dans ce sport qui jouent un rôle. Tu vois ce que je veux dire. Moi, je pense, si t'aimes bien trash talk et tout ça, pas de problème, fais-le si c'est toi. Mais si t'aimes bien être calme et rester toi-même, ça, faut rester soi-même, faut pas être fake. Les gens, ils vont savoir que t'es fake. Et au bout d'un moment, de toute façon, ça va pas... Tu vas pas pouvoir refaire ça. Ça marche pas, ouais. Au final, je trouve que c'est bien. Tu représentes qui t'es. Et franchement, reste comme t'es. Après, c'est vrai que c'est... Moi, je me rends compte, c'est quand même assez délicat d'avoir cet équilibre où c'est vrai que du coup, on ressent que t'es quelqu'un de très discret et que je comprends totalement ton envie de te tenir à l'écart des réseaux parce que c'est chronophage, c'est énergivore, c'est... Waouh, c'est relou. En fait, tu retrouves un peu tout sur les réseaux. Tu peux avoir des gens qui te supportent comme des gens des haters, tu vois. Mais après, c'est le game. C'est pour ça que j'ai essayé d'un peu développer tout ça en créant une chaîne YouTube, faire des Fight Week. Je crois à l'UFC Paris 1, il y a peut-être que moi qui a fait une Fight Week. On a vu tous les combattants, on a parlé de miel avec Nassourdine. Et moi, je préfère rester moi-même, faire mes combats et... Pourquoi je vais chambrer mon adversaire, tout ça. Quand il arrive, il y aura un gagnant. Je veux être le gagnant et après rentrer chez moi. J'étais même pas dans l'idée de trash talk. J'étais vraiment dans l'idée de, tu vois, il faut, on n'a pas le choix que de se mettre en lumière et se mettre en avant. Parce que, après, vous, messieurs, vous êtes moins concernés par ça. Mais c'est vrai que moi, par exemple, en tant que femme, en tant que combattante, je vois que si tu mets pas le paquet sur l'image, parfois c'est compliqué de sortir du lot parce que malheureusement, comme je dis souvent, t'es pas jugé que sur des qualités sportives et d'autres extra-sportives qui sont parfois très limites chez les femmes, tu vois. Et je trouve ça dommage. Donc, il faut quand même réussir à savoir comment tirer son épingle du jeu et créer son identité sans, je dirais, un alter ego, mais qui te ressemble, tu vois, sans s'éloigner de qui tu es réellement. Enfin... Après, moi, j'ai mis peut-être un peu de temps à le comprendre, mais en réalité, on est un peu des exemples
pour la jeunesse. Bien sûr. Il va avoir d'autres combattants UFC. Il y aura d'autres personnes sur ces sièges-là. Donc, juste montrer une bonne image, que c'est un sport, qu'il faut s'entraîner. C'est pas parce que tu es bon dans la rue ou c'est un sport, il faut s'entraîner. Il y a des règles et il y a surtout une discipline à avoir. C'est pas, on n'est pas là pour se tailler ou pour. C'est quoi, toi, qui t'a attiré de base vers les sports de combat et tout ça, vu que tu es une personne quand même calme et... C'est quoi qui t'a attiré déjà, moi, mon père, il était boxeur professionnel. Donc, quand j'étais petit, j'allais à la boxe avec lui. Voilà. Trop bien. Et puis après, on s'est inscrit à la boxe, tu vois, on a commencé comme ça. Et quand on regardait l'UFC, nous, le soir, je voulais être comme les gars, tu vois. Puis après, j'allais dans des galas de boxe, je me disais, j'aimerais bien être à sa place. Ouais, c'est inspiré de fou, quoi. Et après, j'ai commencé comme ça, quoi. C'est génial. Je pensais pas être pro au début, mais après, j'ai vite eu comme ambition d'aller à l'UFC, tout ça. J'ai pas fait ça pour rien, en fait. J'ai fait ça pour aller à l'UFC. Ça doit être fou que ce soit ton papa qui t'a insufflé cette passion. Ça doit du coup avoir quelque chose de très particulier dans la famille, dans votre rapport. C'est vraiment mon beau-père, tu vois, qui m'a mis dedans. Il m'a dit carrément, il nous faisait même des programmes de musculation chez moi. On avait des haltères, on faisait des dips et tout. À la place de la punition, tu faisais c'était ça. Et puis quand on allait en compétition, tu vois, on était jeunes, genre 14-15 ans. Ils nous emmenaient en Belgique pour faire des combats d'MMA parce qu'en France, c'était pas légalisé. Et il me disait, celui qui met un KO, je lui donne 50 balles. Ça, pour nous, on était... la motivation quand t'es gamin. Voilà, on était chaud, tu vois. C'est la meilleure motivation, ça. Et donc, voilà. Fares, c'est ce chemin qui vous a mené jusqu'ici aujourd'hui et jusqu'à cette UFC qui vous attend à Paris samedi avec ce combat si important pour vous face à Matt Frevola. Vous êtes dans la catégorie la plus dense de l'UFC, les moins de 70 kilos, la même catégorie que Benoît Saint-Denis. Vous avez d'ailleurs le même bilan que lui à l'UFC, 5 victoires et 2 défaites. Et pourtant, vous n'avez pas du tout eu la même trajectoire. BSD sera en main event ce samedi. Il est alors que vous attendez finalement ce combat pour entrer dans le top 15. Comment vous expliquez cette différence de trajectoire entre vous deux alors que vous avez le même bilan ? Clairement, je dirais c'est au niveau du style. Lui, c'est quelqu'un, on dirait, c'est un char d'assaut et moi, je suis plutôt le sniper. Il est là, le sniper devant moi, c'est Nassourdine. Mais moi, je suis caché et je marque mes points de loin. Et je pense que ses performances l'ont emmené au devant de la scène et ses vendeurs. Et du coup, c'est pour ça qu'il en est là aujourd'hui. Et franchement, félicitations à lui. Mais donc, du coup, samedi à Paris, c'est le moment aussi pour vous de montrer que vous avez aussi des atouts à faire valoir et que vous aussi, vous pouvez rentrer dans cette hype et face à un gros combattant en plus samedi. Ouais, Matt Frevola, c'est un gros combattant et il est bien ouvert et je compte bien le contrer. Surtout que j'ai vu, tu as pu t'entraîner avec Benoît il n'y a pas longtemps et vu que Benoît, il l'a combattu il y a quoi, il y a 1 an à peu près, si je me souviens bien. Du coup, il a dû t'en parler un petit peu, il t'a dit quoi ? Il m'a dit que c'était un gars qui était quand même un peu puissant, qui avait du cardio et qu'il fallait faire attention à sa frappe. Après, nous, on l'a étudié avec ma team, on a bien vu ça, mais il est quand même bien ouvert. Il va à la bagarre. Donc, un peu trop aussi, il va se faire toucher. Et puis, il n'a pas un menton hyper solide. Et t'as pas peur d'avoir un trop plein de confiance, justement, juste par rapport à ce que tu viens de dire et par rapport au fait que Benoît l'ait mis KO, donc tu t'es dit... dans ta tête un petit peu, vas-y, ça passe. Non, parce que, tu vois, je reste objectif quand même. Et le fait que Benoît l'a mis KO, ça relève pas le niveau de Frevola, tu vois. Frevola, avant de prendre ce KO-là, il met des gars KO, tu vois. Bien sûr. Donc, je reste quand même fidèle à moi-même et mes principes. En gros, il faut faire attention, mais il y a la place. Voilà. Non, mais c'est bien. Est-ce que là, tu as vraiment envie de te dire, OK, là, c'est l'UFC Paris, j'ai vraiment envie d'avoir un finish, ou est-ce que tu te dis, ce qui compte, c'est la victoire, je ne vais pas prendre plus de risques qu'il y a besoin Je pense que tu sais comme moi que la victoire, elle est hyper importante, quoi qu'il arrive. C'est clair. Mais j'aimerais bien le finir. Après, si ça vient, ça vient intelligemment. Pas. Si c'est là, tu le prends. Si c'est pas là, faut pas prendre de risques inutiles. Voilà. Kick, ou je sais pas, tu vois, ça peut venir. Franchement, je pense qu'on parlait de la hype, tout ça, les réseaux sociaux et tout. Mais le plus important, ça reste quand même, c'est dans la cage, les performances. Bien sûr. C'est le côté. Et je pense que là, si tu bats cet adversaire-là, la France, il va te reconnaître. Et tu vois... il n'y a pas le choix. Si tu bois après, derrière, le combat d'après, ce sera un top 15, clairement. Donc, je pense que c'est vraiment la porte d'entrée du top 15. Et je pense que c'est un style qui peut te mettre en valeur avec ton style.
Ouais, bah, on va fracasser la porte, hein, c'est tout. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Stylistiquement, c'est clair. Tu sais, ceux qui se connaissent. Il va galérer avec ton allonge. C'est ça. Stylistiquement, ça convient bien pour toi. Tu sais, l'angeline, distance. Et comme tu as dit, il est ouvert. Et sûrement, il va se jeter avec toi comme tu es grand pour te toucher. Ouais. Et c'est à ce moment-là que tu pourras contrer. Franchement, c'est clair. Je dis ça parce que je le sens bien. Si jamais ça passe, il a étudié son adversaire. Je vais la reprendre cette vidéo après. Direct. Tu paraisses aux portes du top 15 alors que vous, Nassourdine, vous êtes aux portes d'une demi-finale mondiale. Avec Manon Fiorot, vous êtes le mieux placé pour devenir le premier Français champion de l'UFC. Et pourtant, vous prenez un risque énorme aujourd'hui en voulant à tout prix combattre à Paris. Vous allez jouer très gros, comme nous le raconte justement le flambeau, le film RMC Sport. Après sa victoire contre Cannonier, on se dit tous que Nassourdine aura droit à un top 3 derrière. Lui aussi, il veut son combat d'envergure contre un très grand nom de la discipline. Mais le problème, c'est qu'aucun d'entre eux n'est disponible pour Paris. On a une KT 84 qui est super compétitive. Whittaker, Khamzat Chimaev, DDP, Israel Adesanya, Shane Strickland, peut-être l'une des plus relevées de l'UFC. C'était un peu coincé quand même pour lui. Est-ce qu'il vaut mieux attendre des mois et des mois en n'étant pas sûr d'être le prochain challenger pour le titre et se dire mais je sais même pas qui je vais affronter en fait? Rentre le deuxième bras, rentre-le, l'underhook là-bas, rentre-le, celui-là Nas, rentre-le, ouais, dès que tu peux. À sa place, n'importe qui attendrait son heure. Et Nassourdine et son nouvel entourage, ils ont décidé de ne plus calculer. Maintenant, ils vont gravir les marches les unes après les autres. Si on veut avoir ce flambeau du MMA français et avoir cette popularité, ce train derrière soi, il est important d'être devant son public, de montrer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre fanbase, on la constitue principalement en France. Pour prendre la lumière qu'il cherche depuis longtemps, Nassourdine Imavov prend un risque, combattre à Paris contre un adversaire moins bien classé. Le seul disponible était Brendan Allen. Aujourd'hui, c'est une prise de risque pour Nassourdine. Je connais quasiment aucun mec qui, seulement pour combattre à Paris, prendrait un gars qui est sur 7 victoires d'affilée et qui en plus est derrière lui au classement. Le risque, il est là. Il est gros, Nassourdine, mais on sent que c'est réfléchi de votre part. Vous vouliez être à Paris, même s'il y a ces demi-finales en quelque sorte qui s'offrent à vous. Le risque, vous en avez conscience aujourd'hui de ce que vous jouez samedi à Paris? Oui, bien sûr. Bien sûr. De toute façon, le risque est toujours là. Hein. C'est n'importe qui en face, le risque sera présent. Mais voilà, je voulais vraiment être à l'UFC Paris, un peu pour revivre ces moments-là que j'ai vécu il y a 2 ans. C'était incroyable et là, j'ai envie de revivre ça. Et c'est pour ça que je voulais absolument y être. Et la seule solution, c'était de prendre quelqu'un qui était classé derrière. Mais voilà, en gros, voilà, c'est un combat vraiment pour les Français. Donc c'était plutôt ça que de rater l'UFC Paris, malgré le risque que ça représente. Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, après, je pars du principe aussi que si tu as tenu numéro 1, tu dois pouvoir battre tout le monde. Ouais, et si on te propose un nom, tu ne dois pas refuser. J'ai jamais refusé jusqu'à aujourd'hui. Au final, être actif comme tu l'as été ces derniers temps, c'est quelque chose que l'UFC, ils adorent. Ils n'aiment pas les mecs qui veulent combattre une fois tous les ans. Mais là où t'en es, genre top 4, tu vois, il n'y a pas grand monde qui vont accepter un gars qui est derrière. Et je m'interroge beaucoup sur ça, en fait, parce que du coup... Et voilà, c'est vraiment le mindset de guerrier. Et tu as raison, parce que je pense comme toi, tu dois être en mesure de battre tout le monde dans ta catégorie si tu veux prétendre pouvoir être numéro 1. Mais est-ce que ça n'a pas été aussi influencé, j'imagine, parce que je pense que beaucoup de personnes se posent la question, par l'offre que tu as derrière avec l'UFC et les sécurités que tu as par la suite en gagnant ce combat et en le gagnant avec la manière? Bien sûr, après ça reste un combat, ça reste en cas de victoire, ça reste une victoire, un verre dans ton Sherdog. Donc chaque combat à l'UFC est important. Et celui-là, même s'il est classé derrière, en tout cas, on m'a dit au bout de 2 combats, il est possible que je combatte pour la ceinture. Donc là, si vous gagnez samedi à Bercy, vous êtes sûr d'avoir le gros combat dont vous rêvez pour ensuite aller vers la ceinture, c'est ça? C'est ça, ouais, on espère. On espère. On te le souhaite. Ça, c'est la grosse motivation, évidemment, pour vous. Je le disais, vous êtes le Français le mieux classé de cette carte, Nassourdine. Et pourtant, c'est pas vous le main event de la soirée, mais bien Benoît Saint-Denis, dont on parlait tout à l'heure face à Moïcano. Est-ce que ça vous embête de ne pas être le main event de cette soirée, alors que vous êtes pourtant le mieux classé? Non, pas vraiment.
Honnêtement, pas vraiment, parce que il y a 2 ans de ça, j'étais en co-main event, comme je l'ai dit auparavant. Aujourd'hui, je suis en co-main event. C'est que je progresse, je ne stagne pas. Et l'année prochaine, j'espère être en main event. Et ma carrière avance, je ne stagne pas, comme j'ai dit, tout va bien. Est-ce que les autres, vous comprenez ce choix de l'UFC, de mettre plutôt Benoît Saint-Denis en main event de cette soirée, plutôt que Nassourdine, qui est finalement mieux classé que lui? Je pense que les gens qui connaissent pas vraiment le sport, il faut qu'ils comprennent que c'est un sport, mais c'est un business. Pour eux, ils font des fois des choix qui, pour nous, en tant qu'athlètes, on ne comprend pas, parce qu'on se dit que le meilleur classé devrait avoir le meilleur placement sur la carte. Sauf que comme tout business, ils font des choix économiques. Ils font des choix où s'ils payent un athlète plus, ou s'il y a un athlète qui est un petit peu plus connu pour X raisons, des fois ils vont le mettre un petit peu plus en avant. Et je pense que le fait que Benoît ait combattu contre Poirier la dernière fois, là il a vraiment beaucoup de hype derrière lui, et il l'a mérité, attention, il a mérité sa hype. Donc je pense que c'est la raison principale pour laquelle ils l'ont mis en combat principal. Après, Nassour, il méritait amplement sa place aussi. Et comme il a dit, c'est peut-être pas cette fois, mais la prochaine fois, il sera sûrement main event. Donc, il aura le main event un jour ou l'autre. D'ailleurs, pour vous motiver, si c'est encore nécessaire, encore plus, Nassourdine, votre adversaire du soir, l'Américain Allen, il a un petit peu râlé parce qu'il réclamait, soi-disant, un combat en 5 rounds. Ça a beaucoup fait parler, ça vous a agacé aussi. Est-ce que, justement, ça vous transcende encore plus ou alors, comment vous vivez ça, ce trash talk d'avant-combat? Ça vous motive? Comment est-ce que je vis ça? Ouais, bien sûr, ça me motive. Ça ne m'énerve pas, comme avant. J'ai pris en maturité. Mais voilà, après, pour revenir là-dessus vite fait, moi, j'ai reçu un contrat de 3 rounds, j'ai signé 3 rounds. Et c'est l'UFC qui décide. Après, que lui, il pleure derrière, c'est sans problème. De toute façon, c'est depuis le début. Il dit que... Et il avait dit que s'il n'était pas main event et qu'il n'allait pas combattre, il aussi l'ont quand même envoyé le contrat, il a signé. Et après, depuis le début, en fait, il fait que pleurer. Donc, mais en plus, tu as déjà fait des 5 rounds, donc même tu aurais été prêt quoi, pour 5 rounds. Ben, c'est ça, il dit qu'il insinue que j'ai eu peur, alors qu'avec Cannonier, on m'a proposé un 5 rounds 2 semaines et demie avant le combat. Et j'ai accepté. Donc c'est pas contre lui que je vais refuser, tu vois. Mais d'un autre côté, je suis content quand même que c'est un 3 rounds, comme ça je pourrais revenir enchaîner rapidement. Les combats, tout ça, tu peux mieux te préparer. C'est ça, vous savez, les préparations de 5 rounds et 3 rounds, c'est pas... sont pas pareils, c'est plus fatigant, tu vois, pour le corps. De toute façon, c'est ce que c'est. Il y en a toujours comme ça qui aiment bien ouvrir leur bouche. Mais au final, tu vas lui fermer le soir du combat. C'est ça qui tente. C'est ça. Les mecs qui parlent comme ça, il y en a beaucoup dans ce sport. C'est que le jour du combat qu'il faut soit tu... C'est ça. Bon, soit tu confirmes ce que tu as dit, soit tu regrettes ce que tu as dit. Mais je pense que ce mec-là, il va regretter, par exemple. Moi, je le connais un petit peu, ton adversaire, puisqu'il s'entraîne à Kickliff, tu vois. Et je l'ai déjà vu s'entraîner, tout ça. Mais... T'es mon frérot, moi je te supporte toi, donc je te souhaite une belle victoire. Et il a toujours un peu parlé, mais voilà. C'est les Américains, je crois, en fait. Franchement, on commence à s'habituer avec eux. Voilà. C'est pas le premier, t'as eu Strickland, c'est pas lui qui va te... C'est ça, exactement. Du coup, tu me diras, c'est point fort et point faible après. Après, on se voit, En tout cas, on essaye de broder un petit peu tous les risques que vous prenez chacun dans cette UFC Paris. On va parler de vous un petit peu, Nora. Tu te ménages pas, finalement, mine de rien, malgré tous les combats que tu mènes au quotidien. Il y a ceux dans la cage, évidemment, mais il y a aussi les autres. Effectivement. Je suis atteinte de 2 pathologies. J'ai une endométriose et donc cette thyroïdite. Perte de cheveux, vertige constant, impossibilité de faire du sport. La prise de poids fait partie des symptômes apparents et en tout cas qui étaient dérangeants pour un sport à catégorie de poids. Tendue à Paris pour son premier fight à domicile, libérée lors du dernier aux États-Unis, Nora lutte chaque jour pour gérer ses émotions. C'est comme les émotions.
être sensible, c'est pas une faiblesse. Et moi-même, je l'ai cru pendant très très longtemps en fait. Accepter toutes ces émotions, accepter cette sensibilité, bah tu vois qu'elle t'est utile en fait. Plus tu vas cacher, masquer, enfouir, faire illusion, plus ça va se gangréner, que tu vas être mal de l'intérieur et en tant qu'athlète, tu vas faire quoi? De la contre-performance sur contre-performance que de prendre un temps pour toi, te recentrer et te dire que en fait c'est là. Ressens-le pour pouvoir l'affronter en fait. J'étais un peu comme Broly, Nora, comme dans DBZ. Plus c'est la merde, plus elle devient forte. Et ça, c'est une qualité qui est incroyable. C'est vos combats au quotidien, Nora, avant d'affronter Jacqueline Cavalcanti samedi. On a l'impression que finalement, c'est ce qui fait votre force aussi aujourd'hui. Il faut bien comprendre aussi ceux qui nous écoutent qu'évidemment, vous luttez contre ces maladies qui, concrètement, vous handicapent aussi dans votre sport, puisque la prise de poids non contrôlée est évidemment problématique au quotidien pour vous dans la gestion de ce sport à catégorie de poids, on le rappelle. Ouais, c'est vrai que c'est dur. Parmi les nombreux symptômes, c'est dur parce que c'est un sport à catégorie de poids, comme tu l'as dit, et y a un poids à respecter en fait. Les combattants parlent souvent de 2 combats, le premier qui est la pesée et le second qui est finalement le fun time quand on a le vrai combat, et c'est ça qu'on attend. Moi, bien évidemment, ce que je redoute à chaque fois, malheureusement, parce que c'est encore difficile de trouver un équilibre au niveau médical, au niveau de la réponse du corps, au niveau hormonal, faut se peser avant d'aller casser des gueules. Donc, au quotidien, c'est assez compliqué sur tous les plans. Ouais, messieurs, ça c'est quelque chose que vous ne connaissez pas du coup au quotidien. Est-ce que vous avez la sensation que sur ce point de vue-là, les hommes et les femmes sont égaux finalement face à la dureté de ce sport et à la préparation aussi en amont? On parle de la perte de poids, mais il y a tous les problèmes de santé au quotidien. On parlait de rétention d'eau aussi parfois, Nora, pendant les voyages pour vous, les cuttings qui sont difficiles, les syndromes aussi prémenstruels notamment dans la gestion au quotidien qui rajoutent. Est-ce que ça, messieurs, vous en avez conscience de la chance que vous avez ou pas? C'est difficile de se rendre compte. Je pense que tous les 3, on n'a jamais été une femme. Donc, on a du mal à se rendre compte. On peut que imaginer, mais on imagine bien que c'est pas facile, ça c'est clair. Donc, je pense qu'ils ne peuvent pas imaginer, mais après, la première question, c'est en tant qu'homme, ils ne peuvent pas nécessairement le conscientiser. Tout dépend dans quel genre d'environnement vous avez pu grandir. Si vous avez eu beaucoup de femmes autour de vous, si vous avez eu des sœurs, la maman, les tantes et tout, c'est sûr qu'il y a des choses avec lesquelles vous pouvez plus être en... Non, c'est clair, c'est clair. On a pu voir que, bien entendu, pour les femmes, ça peut être très difficile selon les périodes et ce genre de choses avec les règles et tout ça. Donc, puis même, comme tu as dit, tu vois, tu es quelqu'un de sensible. Moi aussi, un petit peu, pour te l'avouer. Mais c'est bien de le reconnaître. C'est une bonne chose. C'est ce qui fait qu'on est des hommes et qu'on sait qu'on est là, en fait. On ressent les choses. On est sur Terre, on est vivant, tu vois. Et c'est bien d'être pas quelqu'un qui vit une vie... t'as pas de routine, tu vois. C'est bien. Non, mais c'est bien que tu le verbalises parce que c'est vrai que je ne suis entourée que d'hommes, donc c'est génial pour en parler. Je suis là, Nora. Oui, Flora, heureusement que tu es là. Non, je veux dire que toi, tu vas comprendre le discours, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes qui pensent que assumer cette part de vulnérabilité et leurs émotions, c'est une preuve de faiblesse parce que on se sent trop femme ou on n'embrasse pas ce côté, alors que tout le monde, tout être humain sur Terre traverse des moments extrêmement difficiles. On est tous touchés par des épreuves, quel que soit notre sexe, notre genre. Et je pense que vous, en plus, vous avez une pression supplémentaire de la société, encore plus parfois quand elle est culturelle. Je suis bien placée pour le savoir, où justement vous avez sur les épaules qu'il faut montrer qu'on est fort, qu'on montre pas ses émotions. Ça fait qu'il y a un espèce de coffre-fort qui se fait à l'intérieur. Et dans vos vies de combattants, je trouve que c'est important parce qu'on essuie des revers parfois. Et on peut accepter que ça brise le cœur en tant qu'homme. On peut accepter que ça peut détruire sur le moment. Ça veut pas dire qu'on va pas rebondir, mais je pense que c'est important d'assumer ses émotions sur le moment pour vraiment, les conscientiser. Je suis triste. Non, c'est pas ça n'existe pas. Je reconnais que je suis triste, je reconnais que je suis en colère. Tu fais face à ton ennemi, tu fais face à ton sentiment. Maintenant, c'est entre toi et moi. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe derrière? Je te passe et je continue à avancer. Et je pense que c'est important que, surtout,
les hommes prennent conscience de ça, que et ça fait partie de la maturité émotionnelle et c'est super important. Et je pense qu'en tant qu'athlète, encore une fois, c'est hyper important d'être en osmose avec ça, pouvoir vraiment le conscientiser. Après, voilà, c'est un travail du quotidien et beaucoup d'hommes vont se dire « Ah, mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? C'est vraiment une meuf. » Mais non, en fait, c'est passer à un autre stade d'élévation, pour moi, spirituelle, quelque part. Non, t'as tout dit, c'est clair. Après, comme tu dis, c'est la société qui est comme ça, malheureusement. Après, j'ai l'impression que doucement, ça change. En tout cas, il est temps. Mais ouais, on a tous des sentiments, on peut tous être tristes, on peut tous être contents, on peut tous pleurer, c'est la vie, c'est comme ça. Et si tu dis que tu l'as jamais fait, t'es un menteur, tout le monde le sait. Et voilà, c'est comme ça, soit tu l'assumes pas, mais c'est ça. On est tous humains, on est tous pareils. On parlait d'un des aspects... Non, mais je vais interroger Nassourdine parce que ça me démange depuis tout à l'heure, je vois que Fares. Et Kevin, il me répond, mais Nassourdine, il est comme ça. Elle me parle d'émotion, celle-là, elle est chiante. Non, parce que je pense que vous avez pu entendre dans mes interviews que j'ai du mal, j'ai un blocage avec ça. Je parle pas des émotions, peut-être c'est l'éducation, peut-être là où je suis né, la culture, c'est ça. On parle pas de tout ça et moi j'ai vraiment du mal avec ça. Par exemple, au premier UFC Paris, quand Buckley il a parlé, tu vois, on a vu que quand même t'as eu, en fait c'est une émotion, tu sais, la colère, tout ça. T'as eu un peu ça, tu vois. T'as été un peu... Ouais, c'est ça. T'as pas trop montré, mais... Ouais, mais tu vois, moi, je veux te dire que j'étais pas énervé, par exemple, pour cacher ça, justement. Okay. Maintenant, je commence un peu, tu vois, mais c'est ça, je prends maturité et petit à petit... Mais c'est bien parce que moi, tu as un recul quand tu le sais, que tu as parlé de blocage, tu as parlé du fait que tu sais que c'est par rapport à la culture, par rapport à l'éducation, à la manière dont tu as grandi et comment tu as dû appréhender ces émotions, que tu sais que c'est là, mais que peut-être que après, il y a un temps pour tout dans la vie pour y faire face ou pas. Mais voilà, après, tu sais que t'en as et tu sais qu'elles sont là et tu sais qu'il faut y faire face. Donc c'est bien, c'est un travail du quotidien, comme je dis. Et c'est déjà un premier pas. Et puisqu'on parle justement de la place aussi de la femme dans le MMA aujourd'hui, Nora, évidemment, le MMA français aujourd'hui, la porte-drapeau, c'est Manon Fiorot, qui est la plus proche d'être championne à l'UFC. Et d'ailleurs, on le voit, vous êtes là toutes les deux. En l'absence de Manon, tu es la seule Française, du coup, sur la carte. Comment tu vis justement cette situation aujourd'hui, ce manque de combattantes françaises aujourd'hui en MMA? Honnêtement, je sais pas. C'est hyper difficile de répondre à cette question parce que... Voilà. Comment répondre à cette question? Pour arriver à ce niveau, faut le vouloir, quelque part. Cette vie, faut la vouloir. S'entraîner, je vais pas mâcher mes mots, mais s'entraîner comme un chien, faut le vouloir. Et Manon, en ayant échangé, le peu de fois que j'ai échangé avec elle, mais même ce que je vois d'elle, je vois que on s'entraîne, on hustle, quoi. On s'entraîne dur et on s'arrête pas. Et on n'est pas ici par hasard, en fait. Et malheureusement, je pense qu'il y a encore trop de personnes, et notamment, on a parlé des réseaux, des machins, des trucs, qui pensent que c'est facile d'arriver là et que ça demande pas grand-chose de l'image. Mais non, en fait, ça demande un travail au quotidien. Et je pense que ça demande une rigueur et une discipline au quotidien. Parce qu'on n'est pas motivé, ça vous l'avez entendu mille et une fois, maintenant c'est des vidéos à la mode, on n'est pas motivé, on n'a pas envie, parfois non, j'ai peut-être pas forcément envie de m'entraîner 3 fois par jour, je préférerais rentrer chez moi, popcorn, Netflix, ça se passe bien la vie, mais la réalité c'est que ça demande de le vouloir en fait, donc je pense que il y a certainement des filles qui sont talentueuses, qui ont un certain niveau, mais à un moment il faut débloquer un niveau supérieur, que ce soit de l'ordre de l'entraînement, que ce soit de l'ordre du mental, que ce soit de l'ordre juste du vouloir, en fait. Donc, il y a de ça. Et puis après, bon, bien évidemment, le MMA, ça reste un sport peut-être qui est encore un peu, je sais pas, redouté, dont les valeurs sont pas assez bien véhiculées, ou en tout cas, comme je dis... Parfois, un œil néophyte ou avec l'effet de mode que ça a eu en France, on n'y voit que le côté violent. Et c'est vrai que quand je dis que je fais du MMA, parfois les gens ils sont un peu pourquoi tu vas te battre dans une cage en plus, dans une cage. Ça leur paraît un peu animal. Mais je pense qu'il y a un peu de tout. Il y a un peu de l'image, il y a un peu de pas encore assez de femmes ou
pas encore assez de niveau, quoi. C'est justement peut-être en vous écoutant aussi qu'elles vont avoir envie justement d'entrer dans cette cage. Et samedi, vous allez retrouver une combattante que vous connaissez bien, Nora, Jacqueline Cavalcanti, que vous avez déjà affrontée, contre laquelle vous avez perdu votre seule défaite. Comment vous abordez justement cette revanche? On parle de revanche, c'est comme ça justement que vous abordez ce combat si important? Vous avez fait du chemin depuis. Je fais du chemin depuis. Jacqueline, je l'avais affrontée 6 mois après avoir commencé le MMA. Ouais. Et c'était un combat 15 minutes où ça s'arrêtait pas. Elle me knock down au bout de 40 secondes. Je fais un truc pour m'accrocher dans les jambes, alors qu'en vrai, mon niveau en MMA est encore très rudimentaire à l'époque. Mais mine de rien, je me relève. 20 secondes avant la fin, je la knock down à mon tour. Elle s'en va, machin, je vais pour l'attraper. Bon, il se passe un petit événement où elle a un moment pour récupérer, mais je ne vais pas m'étaler dessus. Ceux qui ont regardé le combat, ils sauront de quoi je parle. Mais voilà, c'est un combat qui a été sans relâche pendant 3 rounds, où je pense que la décision, elle aurait pu aller dans les 2 sens, en fait. Mais bon, elle a été la femme la plus forte de la soirée, on va dire. Et puis, elle a fini... On sent un petit peu de rancœur encore quand vous parlez de ce combat. Quel épisode vous évoquez, justement, quand vous dites ceux qui ont vu le combat, ils le savent. Si on n'a pas vu le combat, de quoi il s'agit? Brésil, non? Non, en fait, si tu veux... Tu as dit ça, tu nous as mis l'eau à la bouche. Ouais, ok, je me lance, ok. On est dans la confession. Non, pourquoi je l'ai mauvaise? Concrètement, ce soir-là, on est en période semi-Covid, vous savez, on est encore limité par les... comment on appelle ça? Les jauges. Oui, les jauges, mais déjà, oui, les jauges pour le public, parfaitement, mais parce qu'on est encore en couvre-feu. C'est ça que je cherchais. Ah, okay. Et en fait, il y a quand même un événement qui est organisé, et en fait, il y a très peu de monde. En fait, il n'y a que les sponsors et les invités. Et, moi, j'avais le droit de faire rentrer 3 personnes, à savoir mon préparateur physique Steve, son associé, une de mes amies Sarah. Et donc, du coup, autant vous dire puisqu'ils sont habitués, c'est mon premier combat en MMA. J'entends un silence, mais de plomb. Moi, c'est les oh ouais, c'est ça toute ma vie. C'est le feu, normalement, même en Covid. Mais non, là, silence plein. Je rentre dans la cage, donc silence, on s'habitue. J'ai pas ma petite musique. Bon, c'est pas grave. On est là, on se bagarre. Et puis, comme j'ai dit, en fait, 20 secondes avant la fin, je la knock down. Elle valse un peu. Je vais pour l'attraper, essayer de lui mettre des coudes. Enfin, non, pas essayer, je lui mets des coudes. Et du coup, knockdown, elle est sonnée, naturellement. Sauf qu'à ce moment-là, moi, mes proches, ils se saucent à deux voix dans une salle où il n'y a pas de bruit. Et allez Nora, let's go. Donc juste, ils m'encouragent en fait. Ils ont le droit d'être là, ils m'encouragent. Et l'arbitre, j'ai pas envie de... on saurait que c'est si on cherche. L'arbitre, à ce moment-là, donc j'essaye de mettre un kick, je glisse, mais je me relève pour continuer parce qu'elle est toujours sonnée en fait. L'arbitre arrête le combat et il fait l'agent de sécurité. Donc c'est-à-dire que Jacqueline, de son côté, elle a le temps de récupérer. Il dit « vous deux », et il parle super mal à mon entourage, « vous vous cassez, vous dégagez maintenant, je ne veux plus vous voir ici, je ne veux pas vous voir près de la cage ». Et là, je me dis « non, mais on est en train d'halluciner ». Alors, je ne sais pas si c'est ça qui m'a fait tenir pendant les 15 minutes à essayer de... Voilà, mais je me dis, en fait, ce moment où elle a eu, j'en sais rien, plus de 20 secondes pour récupérer, on était à 30 secondes de la fin, qui pour moi a totalement changé la physionomie du combat. Je l'ai mauvaise en fait, parce qu'on ne sait pas comment le combat... Tu vas pouvoir remettre les pendules à l'heure. Je pense qu'au final, c'est bien. En plus, tu vas avoir ce combat devant ton public. Ouais, c'était déjà en France, mais c'est vrai que là, il n'y avait personne. Mais là, ça a perdu, la saveur, elle est particulière. En plus, après une grosse victoire, ce sera sûrement un top 15. J'espère, et en fait, ça c'est la grosse question, parce que vous n'avez peut-être pas suivi, je ne vous en veux pas, je sais que le MMA féminin... J'ai vu que tu devais combattre une top 15 au début. Oui, l'ancienne championne, non? Donc, je devais affronter Germaine de Randami, qui est effectivement une grande championne en pied-point, et vraiment, moi, tu sais, je la regardais avec des yeux comme ça quand je faisais du pied-point, et jamais affronté, puis à l'époque, c'est pas forcément une fille que tu avais envie d'affronter quand tu démarres les sports de combat, quoi. Mais là, je me suis dit, incroyable, ancienne championne UFC en fever, c'est un nom qui a marqué l'histoire, même si on peut dire ce qu'on veut sur Ronda Rousey ou quoi, c'est des femmes qui ont... Enfin, c'est la femme qui a fait entrer les femmes à l'UFC, tu vois. Donc pour moi, c'est des noms vraiment où tu affrontes vraiment... Voilà, des personnes qui ont marqué l'histoire du sport. Et surtout, c'était aussi comparer mon combat en pied-point, en striking. Tu sais, une nana qui fait ça depuis et qui a marqué l'histoire du sport. Et donc, elle se blesse, elle s'est cassé le pied apparemment, fait un truc au doigt et grosse déception.
Parce qu'en plus, elle ne l'a pas annoncé tout de suite, d'après son poste, elle l'a annoncé quelques temps après. Donc 2 semaines avant, voilà, il y a 10 jours, j'apprends que je change d'adversaire, on me propose des noms. Clairement, on me dit, écoute, on n'a pas le temps de contacter les gens. Il y en a une qui a step up, c'est Jacqueline. Donc soit tu acceptes, soit, c'est pas grave, tu feras pas l'UFC Paris. Bah, si, c'est grave. Si, c'est relou quand même. Je me prépare depuis 10 semaines, c'est un peu chiant. C'est à Paris, quoi. C'est l'UFC Paris. Voilà, enfin, Nassourdine, si tu décides de revenir à Paris, c'est parce que tu sais l'ambiance que ça représente et tout. Sûr. Et t'es chez toi, en fait. C'est pas n'importe quoi, c'est Bercy. Tu prends pas l'avion. Parle pour toi. J'allais dire ça. Je me suis mis 30 ans d'avion, j'ai fait. Clairement, t'es chez toi et t'es dans les meilleures conditions. Mais au-delà de ça, c'est ton public, quoi. Je veux dire, quand je te dis que l'année dernière, j'ai 16 000 personnes qui criaient Nora, qui me connaissaient pas, qui tapaient des pieds. Et quand j'ai regardé le fight de nouveau, 3e round, j'entends Nora, Nora. Je me dis, ah ouais, c'est incroyable. Il y avait vraiment tout le monde qui criait. Bon, j'étais pas en mesure de les entendre parce que j'étais sur mon fight. Mais derrière, tu te dis, c'est incroyable quand même. Donc ouais, Jacqueline est revanche et elle va comprendre que là, ça fait pas 6 mois que je fais du MMA et que j'ai un meilleur encadrement qu'à l'époque. Donc let's go. Elle a annoncé sa victoire sur les réseaux depuis qu'elle a accepté Paris. Elle est très heureuse de venir. Je suis très heureuse de l'accueillir aussi. Ça promet pour la revanche samedi. Il y a un aspect de votre sport qu'on n'a pas abordé jusque-là, c'est l'argent aussi. On va en parler un petit peu parce qu'on sait que l'UFC n'est pas forcément l'organisation en MMA qui paye le plus. Est-ce que malgré tout, vous vivez tous aujourd'hui de votre sport, Nassourdine? Maintenant, oui, je vis très très bien. Ça me rassure de l'entendre quand même. À l'aise, mais au début, bien sûr, c'était compliqué. Comme vous savez, les primes c'est pas énorme. Mais voilà, maintenant que je suis dans les top 5, top 10, je vis très très bien. Et que je suis entouré des gens qui font bien leur boulot. Et si on veut parler, pour ceux qui nous écoutent, de chiffres précisément, est-ce que vous pouvez nous dire combien vous gagnez pour vos premiers combats à l'UFC, comparé à ce que vous gagnez aujourd'hui? Kevin, par exemple, pour votre premier contrat? Des chiffres, de toute façon, c'est visu. En gros, les premiers contrats, tout le monde a pareil. Faut d'abord, avant que je dise un chiffre, il faut que les gens ils comprennent que de ce chiffre, vous allez déduire 20% entre les entraîneurs et les managers, vous allez déduire 30% de taxes, vous allez déduire tous les frais du camp, les vols extra que vous devez payer pour le 2e et le 3e coach, les chambres en plus. Donc en gros, vous allez garder moins de 50% de ce que vous gagnez, voire 40%. Donc ça reste moindre. Premier contrat, tout le monde a pareil, c'est 10 000 plus 10 000 en dollars américains. Si tu gagnes 2e, 12 000, 12 000, si tu gagnes 14 000, 14 000, ensuite tu peux renégocier pour un 3e contrat. Et si tu ne gagnes pas tes combats, tu restes à la même somme d'argent. Et quand je dis 10 plus 10, ça veut dire que si tu ne gagnes pas, tu gagnes que 10. Et une fois que tu as payé tout ça, tout le monde, en gros, il te reste 3 000 balles à peu près. Et autant dire que si vous faites ce sport pour l'argent, changez de sport. Surtout que tu ne sais pas quand est-ce qu'est ton prochain combat. Donc si tu n'as pas un backup derrière, une fois tu vas combattre dans l'année, ce genre de choses. Voilà, il y a des gens qui en vivent très très bien, qui gagnent énormément d'argent dans ce sport, et tant mieux pour eux. Ils l'ont mérité. Mais voilà, ça prend du temps avant d'avoir des grosses sommes, avant de pouvoir en vivre vraiment, avant de pouvoir être vraiment une star et de pouvoir acheter ce que tu veux. C'est clairement pas le cas actuellement. Mais voilà, être libre financièrement, ça reste aussi l'un des objectifs. Je suis sûr pour nous 4, on a envie de pouvoir être libre à la fin de notre carrière. Mais voilà, c'est aussi une bonne motivation de gagner nos combats et d'avoir le double de notre salaire. C'est clair, c'est clair. Exactement. Puis après, moi, quand j'ai commencé à 10 plus 10. Mais j'étais étudiant, j'avais le Crous. Donc, ils utilisaient les ailes, il n'y avait pas d'aide. J'étais le palier au max, 500 balles, ça va. Mais ouais, c'est sûr que l'objectif, moi, c'est de finir ma carrière et d'avoir le compte en banque rempli, des petits business et me retirer tranquille. Surtout, savoir quoi en faire parce que combien d'athlètes, et on a plein d'exemples dans le foot, en NBA, en tout ce que tu veux, où ils ont cramé leur argent et derrière, il n'y a pas. Sauf que on use notre corps à tout ça et vaut mieux le faire à... Voilà, en tout cas en investissant son argent comme on peut et penser au futur parce que notre carrière, elle a une fin à un moment, il faut penser à la reconversion, il faut penser à ce qu'on veut faire derrière en fait et
et savoir comment utiliser tout ça à bon escient en fait. Après l'UFC ça apporte quand même une grosse image. Ouais, c'est ça. Moi c'est en ça. vrai mes primes elles ont augmenté depuis mon premier contrat, là j'en suis à mon 3e. D'accord. Mais vraiment il y a aussi les sponsors qui... Et tu sens il y a une grosse différence entre ton premier contrat et ton contrat maintenant, tu as vraiment réussi à avoir une marge... Ouais, ça va. Ouais, d'accord. ça va. En général, on dit premier contrat, tu survis, deuxième contrat, t'es bien, et troisième contrat, tu peux commencer à investir et tu peux commencer Après, tout le monde, ça dépend. Ouais. Après, il faut gagner. Ouais, c'est ça. Il faut gagner, exactement. Pour arriver au troisième contrat, je pense que... De toute façon, c'est ça. Déjà, il faut gagner. Et de toute façon, si tu ne gagnes pas, le contrat, tu l'oublies. Hein, ils vont te Bon, vivement le troisième contrat, alors. C'est important, évidemment, d'évoquer ce sujet parce qu'on se rend compte, et vous devez aussi vous en rendre compte, qu'il y a une différence de perception entre comment vous voit le public et comment le public imagine votre quotidien aussi avec tout le bling-bling de l'UFC qu'il y a autour de vous et la réalité dans les faits qui est pour vous ce quotidien parfois difficile aussi avec les sommes. Et puis il y a toute l'exigence aussi du public français qui attend beaucoup de vous, qui attend non pas seulement la victoire aujourd'hui, mais aussi des exploits dans la cage, des KO dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que ça, c'est une pression que vous sentez, que vous ressentez au quotidien ? Est-ce que c'est pas trop ? Déjà pour moi, on est 9 combattants français à combattre sur la carte de l'UFC Paris. C'est énorme. Au premier UFC, on était 5. Et pour moi, tous les 9 porte-drapeaux, malgré nos origines et tout ça. Donc on va tous représenter et il n'y aura pas de pression, on est une équipe. Et voilà, moi j'espère qu'on fait 9 sur 9, c'est tout. Voilà, comme au premier UFC. La pression, il y en a toujours. Mais après, moi, comme j'ai dit précédemment, la pression, je me la mets moi-même. La pression, ce qui compte, c'est ce que moi, je pense de moi-même. C'est ce que les gens y pensent et tout ça, c'est bien. Bien sûr, j'ai envie que les gens ils m'apprécient et tout ça. À choisir, je préfère toujours que les gens ils m'apprécient plutôt qu'ils me détestent. Ah, bien sûr. Mais voilà, ce qui compte, c'est tu te mets la pression toi-même et tu fais les choses pour toi-même. Tu as envie de réussir pour toi-même et pour ta famille et pour les gens qui te sont chers. Donc, le public il met la pression, mais nous, je pense que tous les quatre, on se met encore plus la pression que ce que le public peut mettre. Mais avec tout ça, justement, vous, les garçons, monsieur, est-ce que vous êtes dit à un moment, pour des sommes si dérisoires, en fait, qu'est-ce que je fous là pourquoi je fais tout ça ou, on a commencé ce sport, on gagnait 0. Comme on disait tout à l'heure avec Fares, sur notre premier combat, on a gagné 300 balles chacun. Mais même en arrivant à l'UFC où tu te dis, en fait, quand est-ce que je suis un peu plus considéré mais ça va venir. Je fais des prestats de fou, tu vois. En vrai, moi, je me posais pas la question. Je pensais pas à la santé, rien. Juste à faire ce que t'aimes et à gagner tes combats. Tu vois. Moi, c'était au début. Et voilà. Au début de carrière, tu sais, quand il n'y a pas d'argent qui rentre, quand tu combats une fois tous les 2 ans, là, tu commences à te poser des questions et tu te dis, mais est-ce que ça vaut le coup, en fait, tu vois. Tu n'as pas d'argent, pas de travail, tu es là, tu t'entraînes tous les jours, mais il n'y a pas de résultat derrière. Mais voilà, maintenant, Dieu merci, c'est clair, bien. C'est pour ça, beaucoup de patience. Et il faut vraiment aimer. Ça. Si vous et t'y as cru jusqu'au bout surtout parce que c'était difficile au début et tu t'es dit qu'à un moment ça va payer dans tous les cas. C'est ça, faut y croire, faut être patient, surtout la patience les gars. C'est clair, l'aspect financier ça peut être difficile, il y a beaucoup de gens ils ne savent pas mais quand j'ai déménagé en Australie, en Nouvelle-Zélande, j'ai vécu dans une salle dans ma gym, j'avais un petit matelas d'une personne juste à côté du tapis que je mettais le soir pour dormir quand les cours étaient terminés, que je me réveillais avant que les cours commençaient le lendemain matin. Et voilà, ça, c'était en Australie pendant 3 ans. Je faisais ça pourquoi ? Pour pas pouvoir payer le loyer. Ce qui veut dire que je pouvais m'entraîner à temps plein et atteindre mes objectifs plus vite. Quand j'ai déménagé en Nouvelle-Zélande, j'ai vécu dans ma voiture pendant plusieurs mois. D'accord. Et au moins, j'avais pas le choix. C'est soit je vis dans ma voiture, j'ai pas de loyer à payer, je peux m'entraîner 2 fois par jour et atteindre mes objectifs. Et voilà, et j'ai fait ça. Ensuite, j'ai bougé de ma voiture à la salle et j'ai dormi à la salle pendant encore 1 année de plus. Et voilà, c'est les sacrifices, mais c'est soit tu te donnes des objectifs dans la vie et tu t'en donnes les moyens, soit... Mais comment tu l'as vécu toute cette période, toi, justement, maintenant, quand tu viens de manière rétrospective de Je changerais ça pour rien au monde. Parce que c'est des moments vraiment qui t'ont marqué et qui t'ont construit. Et ça te rappelle que... Une autre vie, non, c'est ça que... Exactement, et si t'aimes pas vraiment ce que tu fais, tu vas pas le faire. Tu vas pas dormir le soir dans un dojo qui fait 14 degrés ou 10 degrés la nuit et tu te l'écailles et tu vas pas faire tout ça. Donc je regrette pas une seconde de l'avoir fait. Si c'était à refaire aujourd'hui, là ce serait difficile parce que maintenant je suis bien, j'ai un appart et tout ça. Bien sûr. Mais à l'époque c'est bien, ça m'a forgé. Quand t'as 20 ans, 25 ans, ça va, t'es jeune, t'es en pleine forme. Identité aussi en fait.
Il y a pire, tu vois, on reste... on est dans les pays riches, on n'est pas à se plaindre, tu vois, par rapport à certains, on n'est pas à se plaindre. Même si on dort dans un dojo, même si on dort dans une voiture, on reste pas à plaindre. Donc, Et du coup, dans une vie alternative, qu'est-ce que tu aurais été si tu n'avais pas été combattant? Si j'avais pas été combattant... Ouais. S'il n'y avait pas eu ça, en fait. Ou, est-ce que tu avais un plan B ou... Non, j'ai pas plan B. Je pense que si j'avais pas été en UFC, j'aurais été un autre combattant qui n'aurait pas été en UFC. J'aurais juste loupé ma carrière et au bout d'un moment, j'aurais fait autre chose. Sans le côté combattant, vers où tu te serais... Moi, j'aime beaucoup la cuisine. J'aime beaucoup... Nice, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Genre, c'est cuisine, t'inquiète, on est deux. Je pense peut-être un truc comme ça. Je sais pas. J'ai toujours eu l'amour de la cuisine. Merci à ma mère qui m'a appris depuis que j'étais gamin. L'aider quand j'étais petit et tout ça. Et ouais, elle m'a donné goût à ça. Ma sœur, pareil, donc beaucoup cuisiné. Donc peut-être j'aurais ouvert un restaurant ou ce genre de choses. Mais je me serais pas vu bosser pour quelqu'un. Les patrons, c'est pas fait pour moi. J'aime bien qu'on me fasse pas chier, je fais mon truc et voilà. C'est ça. Travailler de ton côté et ne pas être chapeauté. Moi Je te retourne la question. Tu sais quoi, je suis retombée sur une interview que j'avais donnée à l'époque quand je faisais du Muay Thai avant les championnats d'Europe et je disais, depuis que je suis petite, c'est vraiment ce que je disais, je serais soit artiste, soit athlète de haut niveau. Alors, artiste sous quelle forme, je ne sais pas, parce que là, finalement, on est artiste, on est artiste martial. Mais je sais pas, moi, tu sais, je pense que... tu sais, je suis un peu vue comme... Donc je sais pas, peut-être que j'aurais fait comme ces gens à peindre et tu vois, faire des queues serait un peu chelou, ou je sais pas, la cuisine, j'ai fait une formation comme je te disais pendant un moment où je me disais ok, je m'entraîne, mais moi de base je suis de formation, j'ai un master en publicité, en marketing en fait, mais c'était impossible de marier la vie en agence de publicité et tu vois, c'est concrètement je faisais mes journées quand je faisais encore du Muay Thai, désolé je dois partir à 18h parce que j'ai ma pesée, donc tu sais ils sont passés, c'est le vendredi, tous avec leurs petits bonbons, leurs petits gâteaux et moi je suis là, tu vois. Et au long terme, ça n'aurait pas été possible avec le MMA, impossible. Donc, tu vois, j'ai essayé, CQP cuisine, mais pareil, j'essaie de travailler en cuisine. Au final, ça a fonctionné. Au final, ça a fonctionné, ouais. Bon, on attend que ça fonctionne vraiment parce que Flo a posé la question, mais moi aujourd'hui, je peux pas dire que je suis à l'aise avec les primes actuelles au bout de 2 combats. Tu vois, c'est impossible. On peut le ressouligner, mais ouais. En tout cas, j'aurais été une originale marginale. Et vous serez... Et vous, les gars, vous auriez fait quoi? Alors moi, franchement, j'avais pas de plan B. Je sais même pas ce que j'aurais fait. Moi, j'ai arrêté l'école tôt. Ok. J'ai arrêté l'école tôt justement pour les MMA. Ah, déjà, tu savais que tu allais te mettre au MMA. C'est ça, c'est ça. Vraiment, je me voyais très loin. C'était mon seul objectif. Et je suis venu et c'était que le plan A. Et j'avais pas. Et c'est pour ça que j'ai posé la question. C'est intéressant parce que comment est-ce que tous les œufs dans le même panier et t'as forcé le truc. Exactement ce que je veux dire. C'est ça. Vous aussi, Nassourdine, vous avez eu un parcours particulier quand vous êtes monté aussi à Paris avec votre frère. Vous avez vécu seuls tous les deux dans un petit appartement. Racontez-nous aussi cette période parce qu'il fallait s'accrocher aussi à ce moment-là pour réussir votre rêve justement. Ouais, c'est ça. On est venu, c'était fait en claquement des doigts. Comme ça, on a pris la voiture du jour au lendemain. Donc forcément, rien n'est prêt à Paris. On connaît personne. Ah ouais. On a pris nos valises, nos bagages. Comme ça. Comme ça. On a pris la route, boum, direction MMA Factory. On connaissait déjà cette salle-là, c'était l'un des meilleurs en France. Et voilà, on est venu, l'hôtel au début, on s'est entraîné et le but c'était de se faire remarquer. Et ce qui s'est passé, tout s'est bien passé. Voilà, les sacrifices sont payés, c'est bien. C'est ça, on a eu une petite chambre à 10 mètres de la salle, de 10 mètres carrés, un peu moins, à 2. Mais voilà, c'est tout ce qu'on voulait, un petit toit et s'entraîner tous les jours. Et ça a toujours été. C'était pas. Enfin, ce qui est bien, c'est que vous aviez les mêmes ambitions et les mêmes projets, mais du coup d'être tous les deux dans un espace si petit avec une vie quand même assez difficile, toujours à se serrer les coudes ou parfois c'était compliqué quand même. Toujours dans la vie. Ouais, c'est après bon, c'est en vrai on le remarquait même pas. C'est peut-être maintenant si on me met dans cette chambre-là, ça va être très compliqué. Mais à ce moment-là, franchement. Aucune galère. C'était bon de driver par votre projet qu'il n'y a rien qui comptait en fait. C'est ça. Tout ce qu'on voulait, c'est les entraînements. Tu savais pourquoi tu étais là, du coup ça a aidé à te motiver. C'est ça, exactement. C'est une bonne expérience, tu as des souvenirs maintenant, tu as des bons souvenirs. Grave. Et franchement, c'est comme toi, vous, c'est la meilleure des choses. Tu sais, en fait, je suis même content que ça s'est passé comme ça. Maintenant, je suis encore plus fier de moi, tu vois, avec toutes ces galères. Et puis, tu
as de quoi raconter, tu vois. Comme on dit, plus le parcours il est difficile, plus la récompense tu l'apprécies en fait, la finalité. Quand c'est trop facile, je pense que moi j'aurais pas voulu que ce soit facile, tu vois. Flora, t'as abordé mes pathologies et tout, et c'est un combat du quotidien. Et tu sais, parfois, je me dis quoi? Bon, je suis croyante, donc qu'est-ce que je dis pour me faire plaisir? Je dis en fait, bah, Dieu, il m'a donné ça, parce que sinon, ça aurait été trop facile. Je les aurais tout éclatés. Et vous serez en tout cas tous les 4 à Paris, à l'Arena de Bercy, samedi, pour ce rendez-vous, l'UFC Paris 3, chacun avec vos combats, avec vos ambitions aussi à l'UFC. Un grand merci d'avoir été tous les 4 avec nous, d'avoir fait ce vestiaire. Vous êtes 4 des 9 Français qui seront sur la carte. Tous les Français présents en MMA ne sont pas sur cette carte. Si on devait choisir, si vous deviez choisir un visage du MMA français aujourd'hui, qui ce serait? En toute objectivité, vous pouvez répondre vous-même d'ailleurs. Moi, je pense que c'est Cyril Gane, toujours. Je pense qu'il a fait les main events des 2 premiers UFC Paris. C'est le seul actuellement qui a combattu pour la ceinture. Je pense que ça reste la tête du MMA français actuellement. Moi, je pense comme toi. Après, Benoît, il a eu beaucoup de hype qui est vite arrivé. Il a fait des grosses guerres. Mais après, pour moi, il n'y a pas vraiment de visage. On représente tous. Mais s'il faut en choisir un, ce serait Cyril Gane. Ouais. Après, c'est vrai que je vous rejoins là-dessus. C'est sûr que Cyril, il a marqué quelque chose. Maintenant, je prêchais pour ma paroisse, les femmes. Et Manon, parce qu'il y a un message à faire passer. Elle a eu un sacré parcours. Aujourd'hui, voilà, on n'est que 2 femmes à l'UFC en France. Et elle s'approche du titre, là, concrètement. Donc, ouais, ça aurait été incroyable d'avoir le Shevchenko contre Manon là, sur l'UFC Paris. Franchement, ça aurait été un régal. Même, je veux dire, les gens qui ne suivent pas, il ne faut pas être hypocrite, les gens qui ne suivent pas le MMA féminin, je veux dire, quand on s'intéresse vraiment à la technique et tout, il y a des choses à prendre chez nous quand même. Et en plus, on ne lâche pas le steak, nous les femmes, jamais. Nassourdine? Je pense que j'ai plus rien à rajouter, vous avez tout dit. Vous avez tout dit. Mais t'aurais choisi qui quand même? Je suis d'accord avec vous, ouais, Cyril Gane, bien sûr, pour tout ce qu'il a accompli. Quand même, c'était un champion intérimaire, ça n'a jamais été fait en France. Ouais, c'était le premier. Et voilà, bien sûr, Cyril Gane. Merci à tous d'avoir été dans le vestiaire, d'avoir fait ce vestiaire aujourd'hui pour l'UFC Paris 3. On vous rappelle les rendez-vous parce qu'on vous suivra évidemment sur RMC Sport dès 18h pour la carte préliminaire en gratuit sur Twitch et puis ensuite sur RMC Sport 1 pour la carte principale et tous vos combats. Merci à tous les 4 d'avoir été avec nous dans le vestiaire et force à vous pour cette UFC Paris. Merci Flora.